T'es fatigué de te sentir débordé, de pas finir ce que tu commences, de voir les jours défiler sans vraiment avancer? 5 stratégies pour transformer ta productivité, gagner du temps et maximiser tes chances de réaliser tes rêves. C'est parti. Comment la vidéo est structurée? D'abord, on va se concentrer sur les 5 clés pour augmenter ta productivité. Ensuite, tu auras accès à un extrait de coaching que tu vas vraiment kiffer en lien avec la productivité. Et enfin, un résumé efficace pour t'aider à appliquer ce qu'on aura vu ensemble. Donc, peut-être que tu es constamment débordé, tu n'arrives jamais à finir ce que tu commences, tu es frustré parce que tu vois que la journée a défilé et tu fais partie de ces personnes qui en fin de journée se disent « Putain, merde, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai l'impression d'avoir travaillé, mais j'ai pas vraiment fait avancer ce qui compte. Tu termines les semaines, les mois avec cette frustration de ne pas faire avancer les projets qui sont importants pour toi. Peut-être que même tu te compares à des personnes autour de toi et tu te dis mais en fait ils sont pas plus intelligents, plus performants que moi et pourtant ils créent plus de résultats. Donc moi c'est un truc que je connais bien, j'avais beaucoup de mal à être focalisé, discipliné, structuré, organisé, j'avais tendance, comme ma mère me disait, à être un peu bordélique, désorganisé et donc ça m'a mis du temps à apprendre à me concentrer sur les choses qui sont vraiment importante pour moi. Heureusement, j'avais tellement faim et j'avais tellement envie que ça marche pour moi. C'est ce qui m'a poussé à mettre en place typiquement ce qu'on va voir ensemble dans ce moment, dans cette vidéo. En 2002, deux chercheurs, Locke et Latham, entreprennent une mission qui est de découvrir ce qui permet réellement aux gens d'atteindre leurs objectifs. Pendant 35 ans, ils vont essayer d'identifier les paramètres qui permettent aux gens de plus avancer vis-à-vis de ce qui est important pour eux. Et après 35 ans, ils vont arriver à une conclusion. Une conclusion qui paraît simple et que peut-être tu as déjà entendu, mais la clé, encore une fois, le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, ce que tu as déjà entendu, ni même ce que tu penses pouvoir expliquer. Le vrai dev perso, c'est ce que tu démontres dans les 7 derniers jours. Et moi, je le vois à longueur de temps. C'est dingue le nombre de personnes qui me disent « Ah, mais ça, je l'ai déjà vu l'année dernière, ça, je l'ai déjà fait. » C'est comme si à chaque fois que j'allais faire mon cours de karaté, je disais au prof « Mais ça, on a déjà vu ce coup de pied la semaine dernière. » En fait, l'excellence, elle ne repose pas sur les choses que tu as déjà vues une fois, ni sur les choses que tu connais. L'excellence, elle repose sur les choses que tu mets en place, et spécialement de manière automatique. Et donc, après 35 ans, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ce qu'ils ont découvert, c'est que les personnes les plus performantes se fixaient des objectifs qui étaient spécifiques, ambitieux et qui étaient alignés. Et donc ça veut dire quoi spécifique, ambitieux, aligné? C'est que, comme tu le sais certainement, il y a beaucoup de personnes, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux accomplir, qu'est-ce qui est important pour toi, et ils te donnent des réponses qui sont relativement floues. J'ai envie d'avoir confiance en moi. Le truc, c'est qu'avoir confiance en soi, ça veut rien dire pour le cerveau. Est-ce que c'est le fait de pouvoir plus t'exprimer en réunion? Est-ce que c'est le fait de, quand tu vois un homme, une femme qui te plaît, pouvoir l'aborder? Est-ce que c'est le fait de pouvoir donner ton opinion, de dire non et poser tes limites quand on les challenge? Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Et le truc, c'est que notre cerveau, c'est comme ChatGPT. Si j'ai pas de la clarté sur ce qui est important pour moi à atteindre, je vais avoir du mal et je vais galérer au quotidien. Et donc souvent, le problème de motivation au quotidien, il n'est pas lié au fait d'être perdu, il est lié au fait de ne pas clarifier ce qui est important pour soi. Naturellement, t'imagines, tu me croises dans la rue et tu vois que je suis un peu désorienté. Tu viens me voir et tu me dis « Mais David, qu'est-ce qui se passe ?» Je te dis « Putain, je suis perdu. » Quelle est la première question que tu vas me poser? Bah, où est-ce que tu vas? Et je vais te répondre bah en fait j'en sais rien. Est-ce que c'est pas normal de me sentir perdu si je sais pas vraiment ce qui est important pour moi et là où je vais? Alors tu vas avoir l'impression que c'est débile dans la vraie vie de se dire bah ouais mais tu peux pas te sentir perdu si tu sais pas à quel endroit tu as envie d'aller. Mais on fait ça à longueur de journée dans notre quotidien. J'ai beau avoir des personnes qui me disent j'ai fait 15 ans de dev perso. Quand je leur demande qu'est-ce qui est important pour toi, 99% du temps, si ce n'est 99,9% du temps, j'ai des réponses qui sont floues. Qu'est-ce que tu veux? Ah, j'ai envie d'être plus heureux dans mon couple. Pour ton cerveau, ça veut rien dire. Est-ce qu'on parle de moments d'activité en faisant du sport ensemble? Est-ce qu'on parle du fait de pouvoir aborder un sujet de sexualité en particulier? Est-ce qu'on parle de pouvoir faire un voyage? Est-ce qu'on parle de pouvoir changer l'éducation sur un sujet spécifique vis-à-vis des enfants? Si t'es pas spécifique sur ce qui est important pour toi, c'est mort. Et là, la question que je te pose, c'est pas est-ce que tu le sais déjà qu'il s'agit d'être spécifique? Parce que combien de fois je vois des gens me dire ah oui c'est smart, mais en fait je m'en fous que tu saches que c'est smart ou que c'est pas smart. La question c'est dans les 7 derniers jours, à quel point tu t'es posé, tu as pris un stylo pour clarifier de manière spécifique jusqu'à avoir une image mentale claire de ce que tu voulais. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir des objectifs qui soient ambitieux. Alors quand je dis ambitieux, c'est pas ambitieux pour faire rêver ton voisin, tes parents, la société, ton prof de sport ou qui que ce soit. Ambitieux, c'est dans le sens que toi, ça te stimule parce que tu te dis putain,
est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je vais réussir à réaliser cet objectif? On veut que ça soit pas trop ambitieux au point que ça t'étouffe, mais on veut pas que ça soit trop simple au point que tu te dises bon en fait ça j'en suis déjà capable, je le sais. On veut que tu te demandes si tu en es capable et que ça devienne un défi. Et la troisième, vous m'entendez tout le temps en parler, c'est que c'est mort sur le long terme si tu te fixes des buts qui sont pas vraiment les tiens. Et aligné, c'est pas binaire, c'est pas aligné ou pas aligné. En fonction d'à quel point le but il est vraiment aligné avec ce qui est important pour toi, avec tes valeurs, tu vas être plus ou moins inspiré au quotidien. Et le vrai test ultime pour savoir si tu as un but aligné, le test ultime c'est quoi à ton avis? C'est les critiques, les échecs, les erreurs, le temps qui passe, les challenges. C'est très facile de penser que tu es aligné quand les résultats arrivent facilement. Quand l'économie est en croissance, plein de gens pensent qu'ils aiment l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, quand l'économie est en pleine croissance, tu peux même être un très mauvais entrepreneur, ta boîte va grandir. Tu sais que tu aimes l'entrepreneuriat quand l'économie est en difficulté, est en train de baisser et que ton industrie est challengée et que malgré ça, tu te lèves le matin avec une forme de niaque de pouvoir trouver des solutions pour dépasser les challenges qui sont face à toi. Ça ne veut pas dire que tu as le sourire en permanence, que tu es content des challenges qui sont face à toi. Ce que ça veut dire, et c'est ça le modèle mental, c'est que malgré l'adversité qui est face à toi, tu continues. Et donc à chaque fois que j'ai un problème de productivité, quelle est la question que je me pose à ton avis? À quel point mon but, il est vraiment aligné avec ce que je veux? Souvent, c'est un symptôme, le fait que j'avance pas, du fait que je ne le veux pas vraiment. Ou alors, que je ne veux pas vraiment une partie de mon objectif. Donc la première chose, le premier modèle mental ensemble, paradoxe modèle, c'est des objectifs clairs, donc spécifiques, une image mentale que je peux visualiser de ce que j'ai envie d'atteindre qui soit aligné. Au minimum ces deux choses-là. Et donc, à chaque fois que je m'entends dire quelque chose et que je sens que quand je le dis, je dis je dois, il faut, et c'est plus une injonction de l'extérieur, donc ça vient pas de l'intérieur, c'est pas une motivation, comme disait Abraham Maslow, une motivation intrinsèque. Je me posais la question de qu'est-ce qui manque à mon objectif pour qu'il m'inspire davantage. À chaque fois que je dis que je veux quelque chose, mais que je ne suis pas capable de dessiner réellement ce que je veux, avec une image claire, alors la question que je me pose c'est qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble la victoire? Qu'est-ce que ça veut dire tel objectif? Donc, question classique qu'on voit dans l'école de coaching. Ça, c'était le numéro 1. Ça a de la valeur pour vous? On passe au deuxième. Trop souvent, on se sent paralysé par l'ampleur d'un projet par rapport à ce qu'on a envie d'accomplir. On est là en mode ok, je sais ce que je veux, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie que ça soit un best-seller. En France, un best-seller, c'est 30 000 exemplaires. J'ai envie de faire un film, j'ai envie de faire ce tour du monde, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie de proposer à mes enfants tel type d'éducation. Bref, j'ai envie de créer une association à but non lucratif, j'ai envie de développer mon entreprise, j'ai envie de faire mon premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, imaginons, c'est aligné, imaginons, c'est inspiré, ok? Mais là, généralement, après quelques jours, quelques semaines, t'es passé par la phase d'excitation en mode « Yes, je vais y arriver » et là tu passes par la traversée du désert. Tu te sens tout seul, un peu comme Mike Horn en plein milieu du lac en Afrique, un lac qui fait l'équivalent d'une mer entière. Il est dans sa petite barque avec juste de quoi ramer et là t'es en plein milieu de cette mer et tu te dis « C'est quoi la prochaine étape ? Par où je vais, qu'est-ce qui se passe, comment je vais m'en sortir ?» Et donc là, il y a deux chercheurs, Teresa Amabil et Steven Kramer de Harvard, qui ont été intrigués par une question. Pourquoi certaines personnes restent-elles motivées, même dans des projets complexes? Naturellement, vous êtes d'accord que réaliser quelque chose que tu as réalisé 10 fois, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi c'est plus simple? Parce que déjà, tu sais que tu peux le faire. Donc, tu n'as pas ce bruit interne de « est-ce que j'en suis capable ?» Et surtout, tu sais comment le faire. Et donc tu sais par quelle étape passer. Est-ce que se sont rendus compte, Teresa et Steven, en regardant les personnes qui avancent le plus dans des situations complexes, donc qui dit complexe dit face à des buts qu'ils n'avaient jamais atteints, avec plusieurs variables dont les chances d'y arriver ne sont pas forcément très élevées, et donc un niveau d'incertitude élevé, c'est que ces gens-là, ils étaient beaucoup plus obsédés par une question par rapport à toutes les autres personnes. Ce qui est fascinant, et je le vois en permanence, je l'ai encore vu à EPR pour ceux qui étaient là, c'est assez fascinant le nombre de fois où je pose une question aux gens, une question ouverte, et après l'équivalent d'une micro-fraction de seconde, je vois les épaules qui se mettent vers le bas et qui me disent « franchement, j'en sais rien ». Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que le fait d'avoir une question ouverte et de ne pas avoir une réponse immédiate, c'est associé pour beaucoup de personnes à un aveu de faiblesse, à un problème. Si j'étais intelligent, si j'étais performant, si j'étais à la hauteur, je devrais pouvoir répondre à cette question.
Mais c'est faux. C'est parce que la question elle est justement intéressante, c'est parce que la question elle est nouvelle, que c'est difficile d'y répondre. Et donc le temps que je vais mettre à répondre ne dit en rien qui je suis, dit juste potentiellement là où j'en suis et à quel point c'est une question intéressante. Quand Einstein se pose des questions par rapport à la relativité, il va mettre longtemps avant de trouver la réponse. Et Einstein dit, la différence qu'il y a entre moi et d'autres scientifiques, c'est ma capacité à rester concentré sur une question sans avoir la réponse. La majorité des gens, quand ils se posent une question et qu'il n'y a pas une réponse immédiate, ils ressentent une tension interne, une tension physiologique et une tension mentale de « Ah, il y a un problème ». Et donc du coup, vu qu'on n'aime pas ressentir cette friction interne, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on dégage la question et on va se mettre sur Instagram, on va manger, on va faire autre chose parce qu'on n'a pas envie de rester confronté à cette tension vis-à-vis de cette question. Et donc, il y a une question qui est un peu magique, encore une fois, elle est tellement magique et que je prends mon temps avant de te la dire parce que je sais que la moitié des gens vont se dire « Ah mais ça je le connais ». Mais je m'en fous que tu le connais. La question, c'est à quel point tu es obsédé. Les gens, à l'issue de cette étude, qui ont fait une différence n'étaient pas ceux qui savaient ça. Les gens qui, justement, avaient une trajectoire professionnelle qui était très différente dans des situations complexes, n'étaient pas ceux qui le savaient, ni même ceux qui l'avaient entendu, mais ceux qui l'avaient intégré, internalisé comme une seconde nature. Et donc, ce que ces chercheurs d'Harvard ont réalisé, en dédiant leur vie à essayer de comprendre quels sont les facteurs de procrastination et comment sortir de la procrastination, donc le fait de reporter au lendemain, c'est l'importance de générer et créer des petites victoires au quotidien. Et que pour créer des petites victoires au quotidien, les gens qui s'en sortent mieux face à des problèmes complexes, la question qui les obsède, c'est quelle est la prochaine petite étape? Regardez bien à quel point c'est important et c'est profond. Monsieur, madame, tout le monde, dans lequel moi j'ai été face à plein de projets, généralement, sont pas clairs sur ce qu'ils veulent. Ça, c'est le premier problème. Mais le deuxième truc, c'est putain, j'ai un livre à écrire, j'y arrive pas, là je suis complètement perdu, je suis face à la feuille blanche, je sais pas quoi faire. Et donc tu te sens submergé, tu te sens envahi par la complexité de ton projet. C'est comme si tu n'avais jamais monté l'Himalaya, tu veux monter l'Himalaya et tu te dis c'est mort. Et donc tu t'abandonnes. Après il y a ceux qui se disent oui ok c'est important de définir les petits pas, la prochaine étape. Ils le connaissent, ils le font de temps en temps. Mais du coup ils se posent la question qu'est-ce que je pourrais faire là? Mais en fait ils n'ont pas la réponse immédiate et donc ils arrêtent de se la poser. Les gens de cette étude qui avaient un vrai changement de trajectoire, c'est des gens qui avaient internalisé que c'est normal de ne pas avoir tout le chemin qui est tracé entre mon point B, l'Himalaya, et mon point A, et que leur obsession c'était de se dire, dans le brouillard, la seule chose qui compte, c'est de faire un prochain pas. Et donc la question c'est, quel est le prochain pas que je peux faire qui peut me rapprocher de mon objectif? Avec une confiance supérieure à la normale, qu'en faisant ce micro-pas tous les jours, au bout d'un moment, que les pièces du puzzle allaient s'assembler et que le puzzle global allait pouvoir se dessiner. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre oui je le sais et être honnête avec toi, de regarder tes 7 derniers jours encore une fois et de regarder à quel point au moment où tu ressens cette tension, au lieu de te dire il y a un problème, au lieu de te dire je suis nul, au lieu de te dire je suis pas à la hauteur, au lieu de te dire je devrais avoir la réponse, de te dire c'est normal, je fais partie du peu de personnes qui me confrontent à un problème complexe, bravo, c'est génial David, tu t'es autorisé à rêver, c'est normal d'être dans le flou. Maintenant la question c'est quoi le prochain pas? Et ensuite c'est quoi le prochain pas? Et ma seule obsession devient que les quelques mètres après ce brouillard plutôt que l'entièreté de la destination. Et je le vois avec mes équipes, ils m'ont déjà entendu des dizaines de fois le dire. Là j'ai en tête une conversation avec quelqu'un de l'équipe qui à un moment donné je lui demande mais qu'est-ce qui fait que ce truc là n'a pas avancé? Et il me dit ça me paraissait une montagne. Et en fait voilà, c'est que quand ça te paraît une montagne, la clé c'est pas de te concentrer sur la montagne. La clé c'est de te concentrer sur là maintenant, c'est quoi mon micro-focus? Tu peux le faire à l'échelle de la tâche et tu peux le faire à l'échelle de l'étape. Donc l'exemple que je prends souvent, là je suis sur l'écriture de mon livre, je veux passer de vouloir écrire un livre à vouloir faire une table des matières. D'un coup, j'ai plus l'Himalaya, j'ai une petite colline et je vais pouvoir me concentrer sur maintenant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer ma table des matières. Et si je fais ça tous les jours, c'est assez dingue la différence que ça fait. Et pourquoi ça marche? Parce que 99% des gens, au moment où ils vont se sentir dans le flou, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Et donc, imagine qu'on est perdus tous en plein milieu de la forêt, dans le brouillard, et que tout le monde bouge pas, et que toi, simplement, tu fais des pas, c'est juste statistique. Si tu fais juste des pas là où tout le monde bouge pas, tu vas t'en sortir. Donc,
Deuxième paradoxe modèle, c'est de clarifier clairement le prochain pas. C'est quoi le prochain pas que je peux faire? Et au moment où tu commences à avoir le truc dans ta tête de « oui mais est-ce que je vais y arriver ?» C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est faire mon prochain pas là maintenant. Et tout ce que j'ai accompli dans ma vie, pouvoir créer une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, rencontrer Richard Branson, Gad Elmaleh, Mike Horn, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, toutes les choses que j'ai pu réaliser, toutes. Il n'y en a pas une où je me suis dit dès le début, ça me paraît facile, je vois exactement comment je vais faire. À chaque fois c'est la même chose. Putain c'est compliqué. Là par exemple, essayer de réinventer Paradox de sorte qu'elle se développe au-delà de moi, c'est la misère, c'est super dur. J'ai l'impression que c'est le plus gros problème que j'ai jamais eu à résoudre de ma vie. Mais c'est la même chose que j'ai déjà vécu à chaque fois. Donc ce que je fais, prochain pas. Donc l'idée, c'est de découper ta tâche majeure en actions simples, tu réduis ton stress, tu augmentes ton sentiment d'accomplissement. Et pourquoi ça marche? Parce que notre cerveau, il a un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense ou la voie de la dopamine. Il y a une vidéo que j'ai faite sur YouTube que vous pouvez voir là-dessus où je m'amuse à personnifier la partie primitive. Regardez, c'était assez fun à faire. Et donc il y a une aire qui s'appelle la TV, aire tegmentale ventrale, qui est une des parties du cerveau responsable de créer de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Ça veut dire que c'est un élément chimique qui se balade dans le cerveau et qui a pour but de nous motiver à répéter une action. Donc c'est pas, contrairement à ce qu'on voit des fois sur internet, la molécule du plaisir ou du bonheur. En fait, ça va créer du plaisir, mais le plaisir, c'est un moyen pour notre cerveau de pouvoir nous dire continue. Typiquement, on est récompensé par du plaisir quand on a un rapport sexuel ou quand on mange, parce que l'être humain a survécu jusqu'à maintenant en se reproduisant et en se nourrissant. Mais c'est donc pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du mouvement, de la motivation. La motivation, c'est finalement le motif pour l'action. Et donc, ce qui est assez intéressant quand tu crées des petites victoires sur un plan neuroscientifique, c'est que tu as la libération de dopamine au moment où la souris touche son fromage. Et quand elle touche son fromage, il y a la libération de dopamine qui la motive à reproduire le même schéma. Faisons simple. Vous vous baladez avec moi il y a 200 000 ans, on est en plein milieu de la savane. Et là, par hasard, on tombe sur une petite baie et ça fait 2 heures qu'on cherche. Et on tombe sur des framboises, elles sont incroyables. Qu'est-ce que fait notre cerveau? Il va libérer une grande dose de dopamine. Plus longtemps il a fallu avant d'avoir ces framboises et plus incertain sont les chances d'obtenir des framboises, plus il va avoir une libération de dopamine. Pourquoi? Parce que notre cerveau se dit, ça a mis 2 heures à en trouver, donc je vais lui donner plus de dopamine la prochaine fois pour le motiver pour 2 heures. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils font pour nous manipuler? Eh bien, quand vous allez sur Pinterest, ce que fait l'algorithme, c'est qu'il vous donne de manière aléatoire des photos qui vous plaisent. C'est contre-intuitif, mais si Pinterest vous mettez que des photos qui vous plaisent, votre cerveau se dirait « Ah, c'est donc certain » et donc il libérait moins de dopamine. Et donc ce que va faire l'algorithme, c'est qu'il va vous mettre de temps en temps des trucs que vous n'aimez pas pour que votre cerveau se dise il a besoin de dopamine et la dopamine c'est la boucle qui va créer l'addiction. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je m'arrête maintenant. Mais ce qui est fascinant, c'est que quand vous faites des micro-tâches, vous permettez à votre cerveau de devenir addict au passage à l'action. Et c'est un peu mieux, je sais pas ce que vous en pensez, d'être addict à passer à l'action vers ses rêves plutôt qu'addict à scroller sur Instagram. À vous de voir, mais en tout cas, pour moi, c'est ce que je pense. Et donc si tu regardes une trajectoire, on pourrait imaginer qu'en bleu, c'est le circuit de la dopamine qui fluctue en fonction de la journée. Et à chaque fois que tu vas avoir une micro-étape qui est franchie, tu as un pic de dopamine qui fait que ça te motive à continuer. Vous savez, ils ont fait des études qui sont assez drôles. Ils mettent des gens sur le tapis roulant de course. Et les gens ont un casque. Ils ont un casque avec une ligne d'arrivée, d'accord? Et le groupe de contrôle, il a une ligne d'arrivée normale. Le groupe de test, ils ont une ligne d'arrivée qui, t'as beau courir, la ligne d'arrivée se décale avec toi. Vous voyez, c'est comme si tu courais à l'infini et tu vas jamais pouvoir y arriver. Factuellement, dans les 2 cas, ils ont couru le même temps. Mais notre cerveau, on n'est pas vraiment factuel, vous le savez très bien. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as la ligne d'arrivée qui se décale avec toi qui es en train de courir, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Démotivation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce sentiment de faire des progrès. Et le sentiment de créer des progrès, il est déterminant pour la motivation. Ça vous parle? Ça a de la valeur pour vous? Mettez-moi en commentaire si ça a de la valeur pour vous, parce que c'est pour vous que je fais ça. Hein. Tu es constamment interrompu et tu perds ton temps à réagir aux urgences. Les études, elles montrent qu'une simple distraction peut te demander jusqu'à 30 minutes pour revenir dans cet état de concentration, cet état de flow. Donc dans les années 90, 2 chercheurs à nouveau, Kirchler et Palmonari, se lancent dans une étude sur la gestion du temps et la productivité au travail. Ce qu'ils cherchent à comprendre, c'est comment
les employés peuvent optimiser leur temps et être plus productifs. Et donc là, cette fois, c'est différent d'habitude. Dans les 2 premières études, ils cherchaient à comprendre qu'est-ce que faisaient ceux qui y arrivaient. Là, ils cherchent à tester des choses pour voir ce qui marche le mieux. Et donc, ce qu'ils vont découvrir, c'est que ceux qui bloquent des temps dans leur agenda consacrés à ce qui est vraiment important, de sorte de ne pas avoir d'interruption, sont moins stressés et beaucoup plus productifs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si ces gens-là, sur les 8 à 12 heures ou 15 heures en fonction d'à quel point t'es extrême de travail par jour, ils avaient compris qu'au final, la productivité, c'est pas l'intensité que tu mets sur tes 8 heures de travail. La productivité, c'est à quel point tu rends sacré les 2 heures pendant lesquelles tu vas te concentrer sur ce qui est le plus important dans ta vie, pour pouvoir faire tomber le domino qui va pouvoir faire tomber les autres dominos. Et donc, ce que se sont rendus compte ces 2 chercheurs, c'est bloquer du temps pour la tâche la plus importante de ta journée. Et l'idée, c'est de commencer petit. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que les personnes qui bloquent et qui sacralisent 1 heure, 1 heure et demie de leur temps pour le truc qui pourrait changer leur vie, avancent plus que ceux qui cochent plein de tâches inutiles à la fin de la journée. Je vous ai dit quoi juste avant? Je vous ai dit que notre cerveau, il libérait quoi au moment où on coche une tâche? Il libérait de la dopamine. Et ça marche dans les 2 sens. Ça marche quand tu fais avancer une tâche importante pour toi, mais ça marche aussi, entre guillemets malheureusement, quand tu fais avancer des tâches qui ne sont pas importantes. Et c'est la raison pour laquelle qui ici a déjà ressenti une forme de plaisir à cocher des tâches sur son calendrier ou son gestionnaire de tâches, même si la tâche servait à rien. Qui a déjà pris le temps de réécrire les tâches que tu avais déjà accomplies pour avoir le kiff de pouvoir les cocher. Et donc ça, c'est ton cerveau qui libère de la dopamine, c'est pour ça que c'est plaisant, ce moment où tu peux cocher la tâche. Le truc, c'est qui est vicieux, c'est que c'est plaisant même si la tâche n'est pas importante. Et donc ça conduit ton cerveau à vouloir se faire une petite décharge de plaisir de cocher 15 tâches qui servent à rien, plutôt que la tâche qui va changer ta vie. Et souvent, et ça m'amène à un paradoxe de la productivité, ce qui te rend pas productif, c'est t'en demander trop. C'est te demander 8 heures de productivité, 14 heures de productivité. Or la clé, c'est pas 14 heures de productivité, la clé c'est de sacraliser les 2 heures ou les même 1 heure sur lesquelles tu vas avancer sur la chose qui à la fin de ta semaine, si tu te dis j'ai fait que ça, putain, j'ai pris soin de moi. C'est-à-dire que si tu étais ton propre mentor, si tu étais ton propre parent, tu te dirais j'ai pris soin de mon fils, j'ai pris soin de ma fille en m'assurant que mon fils fasse ça. Et donc la clé c'est de prendre votre agenda à l'avance. L'avance, ça veut dire la veille, ou pourquoi pas le dimanche soir ou le lundi matin, à toi de trouver ton rythme, et de pouvoir dire de telle heure à telle heure. Il peut avoir 3 tremblements de terre, il peut avoir une conversation avec ma femme, mon mari potentiel, mon meilleur ami qui a envie de m'appeler pendant ces 1 heure et demie, je suis indisponible. Tu te verrouilles la porte, tu préviens ta femme et ton mari, de cette heure-là à cette heure-là, t'avances sur le truc qui va le plus changer ta vie et potentiellement du coup la vie de ton entourage. Tu préviens tes enfants, tu fais en sorte, il y en a qui mettent par exemple une couronne, vous savez la couronne avec la galette des rois, ils mettent la couronne et ils expliquent à leurs enfants, quand maman elle a une couronne sur la tête, ça veut dire qu'on ne peut pas la déranger. À toi de tester ce qui marche pour toi. Donc, tu as compris, l'idée c'est de pouvoir bloquer un petit temps pour éviter les distractions et rester concentré. J'ai une autre étude de Daniel Goldstein et son équipe qui décide donc de mener une étude pour déterminer si les capacités de résolution de problèmes varient en fonction de l'heure de la journée. Ils vont identifier qu'il y a 2 groupes de personnes globalement, c'est grossier mais c'est pour l'étude. Il y a ceux qui sont les lève-tôt et il y a ceux qui sont couche-tard. En fait, ce qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'on a un rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un rythme naturel, biologique, qui va dicter finalement la libération de mélatonine par exemple le soir, ce qui va faire qu'on va plus facilement s'endormir. Donc notre rythme circadien fait que par exemple quand on se réveille, on va avoir du cortisol qui nous stresse et qui est un stress qui est vertueux dans ces cas-là, ça nous donne de l'énergie. Et donc ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que globalement la majorité des gens qui sont en mode lève-tôt, le mieux pour mettre cette heure sacrée, c'était finalement juste après le réveil, bien sûr après s'être douché, brosser les dents, fais ce qui est important pour toi, mais en tout cas que les premières heures de la journée sont sacrées. Et souvent, quelle est l'erreur qu'on a tendance à commettre? On va voir quelqu'un qui nous dit au fait, ça te dit j'ai quelqu'un à te présenter, et tu dis ah avec plaisir, 9h ça te va, et t'acceptes, et tu ne te rends pas compte que dans un mois t'as peut-être que 20 matinées, et que tu viens de, ça se trouve, de sacrifier les 2 heures de ta journée les plus précieuses de ton mois, juste parce que par réflexe quelqu'un t'a dit t'es dispo à 9h, t'as dit oui, mais ça se trouve ton rythme à toi, c'est que de 9h à 11h, c'est là où tu as le plus de capacité à te concentrer sur des choses complexes. Grave erreur.
À toi de trouver ton rythme. Il y a des personnes, par exemple, couche tard, qui atteignent leur pic de performance plutôt en fin d'après-midi. Donc le but n'est pas de retenir qu'il s'agit de le faire tôt le matin. Le but, c'est plutôt de t'observer et de voir quand est-ce que tu as le plus d'énergie et d'arriver à construire une journée qui est le plus adaptée pour toi. Et donc c'est mon quatrième paradoxe modèle. Design une journée qui est adaptée à ton rythme biologique. Et donc ça peut donner par exemple tâche complexe le matin, tâche admin de midi à 14 heures, réunion 14h-18 heures, souvent pour beaucoup de gens de 14 à 18 heures, biologiquement on est plus fait pour socialiser, et par exemple 18h-21 heures, pause, lecture, te nourrir l'esprit en gros. Tu es submergé par plein de choses qui drainent ton énergie, il y a des grandes chances que le sujet ça soit d'apprendre à dire non. Vraiment la clé de la réussite, c'est pas toutes les choses auxquelles tu dis oui, mais c'est toutes les choses auxquelles tu dis non. Non, pas qu'aux autres, non à soi-même aussi. Non à la prochaine idée que tu as qui pourrait soi-disant changer ta vie et focaliser sur la chose qui va faire la différence pour toi. Donc dire non aux tâches non essentielles, non prioritaires, ça rend ta vie plus légère, plus simple. Et c'est assez fascinant comment on se fait croire que c'est une question de quantité, alors que la clé, c'est beaucoup plus une question de mettre l'énergie au peu d'endroits qui fait une immense différence. Petit disclaimer, quand tu es dans une phase où tu apprends sur un sujet, où tu découvres un sujet, ou dans une phase où tu cherches des réponses, tester plein de choses variées de manière complètement chaotique est une bonne stratégie parce que là tu tends à vouloir des réponses. Typiquement quand quelqu'un me dit je sais plus vraiment ce que je veux là dans ma phase de vie, on va pas vouloir la concentrer, on va plutôt vouloir l'encourager à faire une soirée salsa, lire des livres qu'elle connaît pas d'habitude, regarder des films différents, faire un voyage là où elle a toujours envie d'aller, lire des trucs de son enfance. Parce que là, ce qu'on veut, c'est pas produire, ce qu'on veut, c'est se trouver. Vous voyez? Et on veut alterner des phases où on se cherche, en explorant le maximum de trucs chaotiques et désorganisés, et des phases où on sait ce qu'on veut et où on applique les 5 modèles d'aujourd'hui. Et donc, pour conclure, le vrai dev perso, et c'est pour moi ce que j'appelle la voie paradoxale, la paradoxe way, le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, ni même ce que tu fais un peu de temps en temps. Le vrai dev perso, c'est à quel point en situation réelle, tu mets en œuvre un concept. La clé de la productivité, c'est de pouvoir avoir votre énergie intrinsèque. On ne tient pas sur la durée avec la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur. Donc ne m'écoutez pas comme une source d'énergie ou de vérité. Plutôt demandez-vous dans ça, qu'est-ce qui m'a parlé, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que j'ai envie de tester, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, quel sens ça pourrait avoir en tant que papa, en tant que coach, en tant que manager, en tant qu'entrepreneur. Parce que si on ne transforme pas ce qu'on apprend en le liant avec qui on est et nos valeurs, du coup c'est une chose de plus qu'on doit faire. Versus, vous êtes d'accord que quand tu fais ce que tu kiffes, tu te dis pas ah, imaginons que t'es peintre et que t'adores la peinture, tu te dis pas ah, il faut que je prenne le rouge, tu te dis j'ai envie de prendre le rouge. Imaginons que t'adores lire, tu te dis pas il faut que je lise un autre livre, tu te dis j'ai envie de lire le prochain livre. Imaginons que t'adores la salsa, tu te dis pas ah non, une nouvelle musique. Donc à chaque fois que je m'entends dire putain il faut, c'est une alerte rouge pour dire stop. David, c'est quoi ton système de valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi potentiellement? Ne le fais pas. Parce qu'en fait c'est juste une injonction de l'extérieur et t'es pas obligé de faire le pantin sous prétexte que quelqu'un a dit que c'était bien de le faire. 1. Peut-être ne le fais pas. 2. Si tu le faisais, comment ça pourrait être fun? Si tu le faisais, pour quelle raison tu le ferais qui aurait du sens pour toi? Toujours la même chose. Je veux reprendre la décision. Est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, non. Comment je peux le faire d'une manière qui m'inspire? Quel sens je peux lui donner? L'être humain, on peut déplacer des montagnes quand ça nous inspire vraiment. Et encore une fois, ça me saoule ce dev perso rempli d'injonctions. Tu dois te lever à 5 heures du matin, tu dois faire ça. Les gens se fouettent, il faut comprendre que ces injonctions-là ont été écrites par des gens qui disent ce qui a marché pour eux. Et si le thème de la productivité t'intéresse, j'organise une masterclass gratuite sur le sujet de la productivité. J'ai appelé la masterclass Réussir avec sérénité et simplicité, ma méthode de productivité. Mon objectif il est très simple, c'est que tu aies le même déclic que j'ai eu lors d'un mastermind business que j'ai fait aux États-Unis où j'avais investi 180 000 $, ce qui était complètement fou. Et ça a changé ma vision de la productivité, non pas parce qu'on m'a appris quelque chose, mais en voyant les autres personnes autour de moi travailler, je me suis dit que je m'y prenais vraiment de la mauvaise manière. Donc tu peux cliquer sur le bouton qui apparaît à l'écran ou dans le lien dans la description pour réserver ta place. Et je vais aussi te parler de ce que j'ai appelé depuis la paresse stratégique. Tu verras, c'est un cadran que je trouve fascinant pour comprendre les 4 profils de personnalité qu'on a et celui qui nous rend le plus productif. Bonjour. Salut Marine, comment je peux t'aider? J'arrive pas à prioriser le plus important. C'est-à-dire que pour moi, tout est important et j'ai envie de faire entrer tout dans ma journée qui me fait passer de 24 heures. Et c'est frustrant du coup. Quand tu dis c'est frustrant, qu'est-ce que tu vis en fait? Qu'est-ce qui se joue? À quel moment c'est frustrant par exemple dans la journée? Arrivé à la fin de la journée, j'ai pourtant fait beaucoup de choses qui me tenaient à cœur. Yes.
mais pas suffisamment à mon goût. Ok, et donc si on regardait la situation de la manière la plus objective possible, en imaginant que c'est pas toi dont on parle, que toi, tu pouvais regarder une personne, une femme, que tu peux voir comment elle avance dans sa journée et à la fin de la journée, toi, ton analyse, si on regardait ça de manière relativement objective, relativement neutre, tu te dirais quoi? C'est quoi le sujet? Qu'elle fait beaucoup de choses déjà, ça c'est factuel. Yes, donc déjà ça c'est important, c'est top. C'est-à-dire que la première chose que tu lui dirais déjà, c'est en fait c'est déjà bien ce que tu fais, t'avances, tu gères plusieurs choses en parallèle, perso, pro, ce compte Instagram, des relations importantes pour toi, déjà t'avances. Bravo. Et toi, si t'entendais quelqu'un te dire ça en étant objectif, regarder ta vie, ça te ferait quoi déjà de sentir déjà quelqu'un te dire, hey, tu réalises déjà tout ce qui avance et tout ce que tu essaies de gérer en parallèle? Bravo, ça te ferait quoi d'entendre ça? Une certaine satisfaction. Yes. Et tu la ressentirais où? Là, au niveau de la poitrine. Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait quelque chose de satisfaisant justement à pouvoir entendre le fait que déjà tu es en train d'avancer? Ben que c'est concret. Donc si on regardait cette personne-là, pareil, à l'extérieur, tu vois qu'elle avance. Finalement, le vrai sujet, son vrai challenge chez lequel? C'est de garder un équilibre dans le bien-être pour pas tomber dans le burn-out. C'est ça le challenge. C'est intéressant parce que c'est différent du coup de la priorisation. Et ouais, parce que en même temps, si j'arrive à prioriser, enfin, ou si là tu me parlais d'une autre personne qui me ressemble dans ce que je vis, heu, le fait de prioriser permettrait de libérer de la charge mentale. Ok? Et donc quand tu dis prioriser, qu'est-ce qui te fait penser qu'aujourd'hui tu priorises pas assez? J'ai l'impression que je le fais déjà, pourtant, mais je voudrais que d'arriver à faire rentrer plus de choses, plus de matière, plus de concret, retenir plus de choses dans ma tête et ça, c'est frustrant de ne pas y arriver. C'est deux choses différentes que le sujet de je veux mieux prioriser versus je veux faire rentrer plus de choses. Un compte Instagram qu'elle a envie de développer, deux formations en parallèle, une vie privée, prendre soin de son corps. Et donc si tu voyais cette personne qui globalement fait avancer ça, c'est-à-dire son compte Instagram avance, elle avance dans la formation, les deux, elle s'occupe de ses enfants, elle fait du sport, et qu'elle disait en fait à la fin de la journée, bah, en fait j'avance pas, je remplis pas assez de choses, tu lui dirais quoi? Sois douce avec toi-même, sois pas trop dur, parce que déjà ce que tu fais, c'est beaucoup. Sois douce avec toi-même, c'est déjà beaucoup. Parce qu'en fait, le risque, imaginons même qu'on ait une baguette magique et qu'elle arrive à remplir plus de trucs. On a un secret d'efficacité, elle retient 20% mieux, elle fait avancer 20% plus de choses. Objectivement, à la fin de la journée, elle va se sentir comment? Dire que, c'est toujours pas assez. À ton avis, il y a des chances que ça arrive? Il y a des chances que oui, il y a des chances que ça arrive, me connaissant, il y a des chances que ça arrive. Je vais faire plus et arriver à ce stade de faire plus, et beh, il faudra encore à faire encore plus. J'ai envie de réussir à trouver cet équilibre et de me dire: «Bon, bah, là, tu as fait le maximum, bah, c'est cool, c'est bien. Tu feras différemment demain et tu vas prioriser». Voilà. Et voilà, quand tu dis ça, quand tu le formules de cette manière, qu'est-ce qui change en toi? Voilà, Yes. moins de pression. Tu vois, ce qui est beau dans ce que tu as fait, c'est que tu as intégré les deux parties de toi. Et donc, du coup, si on résume finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, finalement, le vrai sujet sur lequel avancer, au fond de toi, c'est lequel? Arriver à accepter que des fois je suis plus performant, des fois je le suis moins et c'est OK et j'avance, une brique après une brique. Ça veut dire quoi accepter pour toi? Accepter, c'est réussir à respirer sans partir dans la frustration, le stress et donc la contre-productivité. Réussir à lâcher prise pour mieux repartir après. C'est ça que je veux réussir à faire. Super. Et donc, par rapport à ton point de finalement, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à créer cet équilibre, éviter le burn-out. Finalement, à ton avis, qu'est-ce qui a le plus de chances d'éviter un burn-out entre mieux prioriser versus apprendre à pouvoir finalement être à l'aise avec tes moments productifs, les moments où tu l'es moins en apparence, te ressourcer. À ton avis, lequel des deux te permet le plus de préserver ton équilibre? Heu, alors oui, de pouvoir apprendre à accepter et lâcher prise. C'est ça qui va me permettre de sauver, cet équilibre interne. Ce qui était intéressant au début, c'est comme s'il y avait une dichotomie entre deux parties de toi. La partie de toi qui veut avancer, produire, prioriser, créer des résultats. Si j'avais plus de temps, on pourrait creuser d'où ça vient et aussi comment ça t'a rendu service, hein, parce que c'est encore une fois des vraies forces de pouvoir gérer ça de front et en parallèle. Donc il y a une partie de toi, on va dire, la performeuse. L'autre partie de toi qui a envie d'apprécier, de profiter, de s'aimer, de prendre du recul, de respirer. Donc c'est deux dimensions de toi. C'est comme si au début de notre interaction, elles étaient en opposition.
C'est-à-dire que du coup, je peux pas me reposer parce que j'ai tout ça à gérer et j'ai cette montagne à gravir. Et là, tu dis un truc qui est génial. Comment finalement cette dimension de toi, elle rend service à la partie de toi qui veut gravir une montagne? Ça contribue à ça parce qu'en étant dans le bien-être, dans le lâcher-prise, dans l'acceptation surtout, et ben, ça permet à l'autre partie, la performeuse, de pouvoir poser les bonnes actions, Magnifique, redis ça. les actions les plus importantes. Redis-le. Heu, la partie de moi, en fait, qui arrive à accepter, qui arrive à lâcher prise. Et ressens-le quand tu le dis. Yes. Et cette partie-là qui respire là comme ça, continue. Cette partie-là, de l'acceptation, de lâcher prise, ça permet à l'autre partie qui recherche la performance de pouvoir justement identifier les bonnes actions à mettre en place. Waouh. Et toi, quand tu sens que ces deux parties-là, elles peuvent avancer ensemble et que c'est OK et c'est même souhaitable et c'est même souhaité de pouvoir respirer, lâcher prise, prendre de la distance, réaliser le chemin parcouru et que c'est compatible avec le fait de pouvoir mieux prioriser, de pouvoir avancer vers ses rêves, ça te fait quoi à l'intérieur de voir que ces deux parties de toi, elles contribuent à ce que tu veux et tu peux les allier ensemble. Ça change quoi pour toi? Oui, ça fait sens, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça enlève, une pression, contre-productive justement. Yes. Quand tu me dis j'ai envie d'accepter, derrière accepter, il y a quoi? Qu'est-ce que tu as envie de te donner quand tu dis j'ai envie d'accepter cette part de moi qui peut avancer, moins avancer ça veut dire quoi accepter? C'est sentir que ça se libère, la tension s'évapore, ça Ça s'ouvre. s'ouvre. C'est ça pour moi que l'acceptation, comment je la ressens. Hmm. Donc déjà sur un plan physiologique, c'est ça se détend, ça s'ouvre, Mmh, tu respires. c'est ça. Et pour pouvoir Oui. déclencher ça, pour pouvoir favoriser ça, Mmh, là tu peux fermer les yeux, on va expérimenter différentes phrases. Une phrase, ça peut être je m'accepte, mais je veux que tu testes d'autres phrases de ce qu'au fond de toi, tu as besoin et envie d'entendre. Au moment où tu es le soir, fatigué, en train de te dire j'aurais dû faire tout ça, 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 qu'est-ce que tu as besoin de te dire à toi-même? Et donc tu peux tester, ferme les yeux, imagine qu'on est le soir, on est le mmh. soir, tu vois ta to-do list, il reste des choses, tu dis j'aurais pu faire ça, 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 tu es sous pression, tu es tendu. La tension, tu la ressens où dans ton corps? Bah, pareil aussi, c'est dans la poitrine, dans le Ok, sternum. poitrine, Mmh, sternum, donc tu es là, tu te dis ah, j'aurais tout ouais. ça à faire, j'ai cette montagne à gravir. À ce moment-là, qu'est-ce que tu as besoin de te dire à toi-même qui va déclencher cette respiration, qui va déclencher ce... Respire, tu as déjà fait beaucoup de choses essentielles aujourd'hui sur, pas forcément les formations, mais des choses qui étaient essentielles, notamment par rapport aux enfants. Il fallait que ça soit fait, tu l'as fait. Grâce à ça, ça va aller bien pour eux, donc c'est cool, voilà. Tu as fait ce que tu pouvais, c'est bien, respire, détends-toi. Ok, redis cette phrase, t'as fait ce que tu pouvais, respire. Tu as fait ce que tu pouvais à ce moment T et sois fier de toi, respire et détends-toi. Yes. Et derrière ce sois fier de toi, là, quand tu le dis, au final, qu'est-ce que tu te donnes à toi-même quand tu dis cette phrase? Ben, je me donne de l'amour et de la compassion Ok, ressens ça. et ça fait du bien. Ressens que ça va, c'est plus profond que de l'acceptation. Que derrière, en fait, que derrière, ce qui crée ce soulagement, c'est je suis fier de toi, je fais de mon mieux, je m'aime là où j'en suis. Ouais. Et c'est ça qui amène l'acceptation. Yes, ressens ça. Mmh. Prends le temps de le ressentir parce que c'est, tu t'es tellement attaché à ce personnage Mmh. performeuse que tu en oublies qu'il y a d'autres Oui. dimensions de toi qui certainement s'expriment en tant que maman et dans d'autres contextes, cette part de toi aimante qui aime l'autre ou soi tel qu'il est, là maintenant, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Ouais. C'est aussi me donner de l'amour à moi et pas tout le temps être focus vers l'extérieur, vers l'intérieur. Yes, et ressens ça. Quelle différence ça fait? Quelle différence ça fait là de donner cet amour, de voir tout le chemin que tu as parcouru, de voir à quel point tu fais de ton mieux, toutes les fois où tu gères plein de choses en parallèle. Ça fait quoi dans ton corps? Ça fait du bien de se dire: «Ouais, voilà, Yes. c'est moi qui me le dis à moi». Et du coup, c'est comment une vie, c'est comment une vie là dans le futur, dès les prochains jours, hein, où te sentir tendu et stressé n'est pas un problème. Te sentir tendu et stressé, c'est comme si
c'était une part de toi qui disait, il est temps maintenant de donner la balle à l'autre part aimante. C'est bien, ça fait du bien, tu vois? Ça m'a fait, refaire une grande inspiration et expiration Magnifique. et ouais, ça permet de sentir, unifié. Quel cadeau tu fais à tes enfants en unifiant ces deux dimensions de toi? Je pense que ça leur fera du bien aussi parce que ça leur apprend, qu'on ne peut pas tout le temps être au top, qu'il y a des variations, des variations. Yes, et on pourrait même ajuster parce que on peut pas tout le temps être au top, c'est les mots de quelle partie de toi? De la performeuse, Exactement. Parce que quand tu es en train d'accepter, d'aimer, est-ce que c'est pas aussi être au top? carrément. Et donc, je veux juste t'aider, là c'est pour gagner du temps, à voir que c'est Ouais, des ouais. définitions différentes et des critères différents. La performeuse, elle voit être au top par le fait de passer à l'action, de bouger. Mais toi, tu es au-delà de la performeuse. Et donc, tu peux intégrer la Oui. performeuse en disant, ok, j'entends que là, tu as l'impression qu'on n'est pas au top, mais en fait, c'est le chemin que tu as fait tout à l'heure. C'est-à-dire, quand tu es en train de prendre du Mmh. recul et respirer et te réoxygéner, c'est aussi être au top. Et donc, c'est pas un aveu de faiblesse que d'aller respirer, lâcher, t'aimer. Au contraire, c'est la vraie excellence. C'est ce qui fait les plus grands sportifs. Ils savent gérer le moment où il s'agit de se reposer, où il s'agit d'arrêter de pousser. C'est cette danse. Et comment tu vas pouvoir apporter à tes enfants en apprenant en apprenant à jouer toi-même avec cette danse entre la performeuse et l'autre dimension de toi qui contemple, qui apprécie la vie, qui aime. Quel cadeau tu vas pouvoir faire à tes enfants? À s'accepter, à s'aimer eux-mêmes aussi. Yes, et ça a quelle valeur pour toi? Ah, ça a beaucoup de valeur, surtout dans la vie dans laquelle, on vit aujourd'hui. Et donc, qui te dit que le soir, au moment où tu es frustré, c'est pas juste un entraînement qui commence pour avoir la matière en tant que maman, pour permettre à tes enfants d'apprendre à eux-mêmes à gérer ça? C'est beau de se dire que ça le travail que je fais sur moi aussi d'amour pour moi, ça va apporter à mes enfants. C'est sûr. Parce qu'en fait, tes enfants, ils apprennent pas simplement dans ce que tu leur dis, mais dans ce qu'ils voient. Et Oui, dans ce qu'ils voient, dans ce que je fais concrètement, c'est clair. magnifique. Et Mmh. comment, toi qui veux justement unifier la naturopathie et le coaching, Oui. devenir cette accompagnante qui, progressivement, encore une fois, c'est le jeu d'une vie, hein. C'est le jeu d'une vie à intégrer des parties de nous. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, tu as fait un immense progrès quand tu vois à quel point, au début, tu le voyais vraiment pas. C'était tellement la performeuse qui parlait que du coup, l'autre part de toi, elle avait pas le droit de s'exprimer, entre guillemets. Et là, tu as vraiment unifié ces dimensions de toi. Comment, comment ça va te permettre de pouvoir être une meilleure accompagnante, de pouvoir avoir fait ce chemin-là aujourd'hui, d'unifier des dimensions de toi? Ça fera de moi une accompagnante plus humaine, Yes. plus humaine et plus centrée. Pour moi, c'est important en plus d'incarner ce message. Et donc, de tout ce qu'on s'est dit, si là, t'écoutes ton cœur et pas simplement ta tête, de tout ce qu'on s'est dit, quelle est la chose qui t'a le plus touché, que tu as envie de garder et qui va t'accompagner à partir de maintenant? Et prends ton temps d'aller à l'intérieur de toi. Quelle est la chose qui t'a le plus touché, qui a le plus résonné, qui parle à une partie profonde de toi? J'ai ressenti de l'amour. Yes, ça suffit. C'est ça que j'ai ressenti. Et ça va changer quoi là, de pouvoir toucher cet amour-là? Ah, c'est puissant. Déjà, c'est une source, Voilà, stop. Ouais. Je veux juste que tu vois qu'en fait, t'as pas besoin de beaucoup parler. Et qu'en fait, à partir du moment où c'est juste de sentir là, c'est vraiment mon cœur qui parle. Et en fait, des fois, le cœur, il parle en un mot, des fois, il parle avec zéro mot, des fois, il parle avec une longue phrase. Mais je veux que tu captes ce moment là où tu es dans ta présence. Et c'est vraiment l'énergie qui circule de ton ventre à ton cœur, à la gorge. C'est celle-ci qui est en capacité de créer de la magie quand elle va accompagner. Yes. Merci en tout cas, c'était super. Et je pense que ce que tu as amené comme dilemme, c'est un des gros dilemmes de la productivité, qui est que naturellement, les personnes qui sont attirées par la productivité ont de l'ambition, ont envie de réussir,
ont envie de créer des résultats. Et il n'y a aucun doute qu'on peut mieux prioriser, qu'on peut mieux gérer son temps, qu'on peut automatiser, qu'on peut déléguer, qu'on peut templatiser, qu'on peut processer. Et j'aurais pu aller sur ce terrain-là. Mais en fait, la raison pour laquelle je ne suis pas allé sur ce terrain-là, c'est que j'ai senti que le vrai sujet pour toi, il était pour l'instant pas tactique, mais beaucoup plus dans ton rapport à toi-même. Et que ça n'empêche pas, une fois qu'on a recalé le rapport à toi-même d'entre cette dimension performeuse et aimante, on va dire, derrière de pouvoir s'amuser à optimiser, prioriser. Mais du coup, ça devient un jeu et plus la performeuse qui est en mode on est en insécurité si on ne performe pas. Et ça devient un jeu, la productivité, parce qu'en soi, c'est un jeu. On a des ressources, 24 heures par jour, on a un nombre de jours dans notre vie, mais quand on transforme le jeu en fléau, le jeu est fini. Cette dimension d'amour, c'est ça qui ramène le jeu. C'est cette philosophie stoïcienne à se rendre compte que, franchement, ça va. Je veux dire, on n'est pas obligé de créer un compte Instagram, on n'est même pas obligé de faire de formation, c'est du bonus. On va résumer les 5 paradoxes modèles qu'on a vus ensemble. Le premier, c'est d'avoir des objectifs qui soient clairs, ambitieux et aligné. Par clair, c'est d'avoir une image mentale que tu arrives à te construire. Sans ça, tu vas galérer à savoir quelle est la prochaine étape. Le deuxième, c'est de clarifier clairement c'est quoi le prochain pas. Dans le brouillard, de te demander c'est quoi la prochaine étape par laquelle je peux avancer qui va m'aider à accomplir mon grand objectif. Et comme on a pu le voir avec David, une fois que tu as la prochaine étape qui est claire, de te demander en quoi elle a du sens pour toi pour trouver de la motivation intrinsèque. La troisième, c'est de bloquer du temps, de sacraliser du temps pour la tâche qui va changer ta vie si tu mets de l'énergie sur ça. La quatrième, c'est de commencer ta journée par ce qui est le plus important. Et enfin, de dire non plus souvent qu'aujourd'hui à des choses qui ne sont pas si importantes, que ce soit de l'extérieur ou même de tes propres idées. En appliquant ces 5 paradoxes modèles, est-ce que ta vie, elle peut changer? J'en suis certain, c'est ce qui m'a permis de faire passer mon entreprise à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en bootstrap, sans avoir donc de financement extérieur. C'est ce qui m'a permis de faire des milliers de vidéos, de rencontrer les gens qui m'inspirent, donc je suis convaincu qu'en mettant de l'énergie dessus, ça va changer ta vie. En tout cas, c'est mon intention. Si on fait ces vidéos-là, c'est parce qu'on a vraiment envie qu'elles puissent changer ta vie. Mets-moi en commentaire quelle valeur ça a eu pour toi. Je teste un nouveau format dans lequel je fais une conférence, mais en mode gratuite, offerte sur YouTube. Clairement, ça m'a pris plusieurs heures de la tourner, plusieurs heures de la préparer. Donc dis-moi si ça a eu de la valeur pour toi, parce que mon focus, et d'ailleurs notre focus à Paradox, c'est de faire des choses qui impactent ta vie. On a envie de devenir le héros quelque part de ton histoire et que tu puisses dire dans 10 ans, merci Paradox, vous avez vraiment changé ma vie, vous êtes top. Pour t'inspirer sur ce qui est possible d'accomplir en peu de temps quand on met en place des éléments sur la productivité, on va regarder les résultats des premiers étudiants du programme productivité qu'on a créé avec Paradox. Je suis vraiment hyper heureux du travail de la team, franchement c'est dingue, on regarde ça. Le vrai truc douloureux qu'il y avait, c'était d'aller se coucher le soir en ayant le sentiment d'avoir rien fait de sa journée, d'avoir rien accompli. J'ai lu plein de livres, j'ai lu plein d'articles, j'ai fait des formations en entreprise sur la productivité et j'ai souvent plein de bonnes idées, mais qui sont inapplicables dans la vie de tous les jours. J'ai été souvent dans des situations un peu limites d'épuisement professionnel et je sais qu'en fait je veux plus retourner dans ces choses-là, je peux plus faire l'autruche. Je me retrouvais régulièrement à la bourre dans des trucs, je finissais tard le soir la veille de quelque chose. J'avais tendance à être toujours éparpillé, avoir plein d'idées. En réalité, j'avançais pas sur des tâches qui étaient vraiment importantes, qui comptaient vraiment pour moi. Mon souci majeur, c'est que j'ai tellement d'idées que du coup, forcément, l'éparpillement, ça a été mon ami. Et en fait, j'arrivais à faire plein de listes pour chacune de mes activités et après des listes générales qui reprenaient les items généraux de chacune de mes listes. Donc en fait, c'était trop de listes et je faisais pas grand-chose du coup finalement parce que je me sentais débordée. Ce qui a changé, c'est clairement l'utilisation que j'ai du téléphone. De pas me laisser être happé par le téléphone. C'est moi qui décide quand est-ce que j'utilise le téléphone. C'est pas le téléphone qui décide quand est-ce qu'il m'utilise en gros. Ce qui a vraiment changé pour moi, de me lever le matin en fait avec cette forme de clarté. Et t'as l'impression en fait de faire plein de trucs dans tes journées sans vraiment forcer. Et ça c'est vraiment plaisant. Mes proches voient la différence, voient que je suis beaucoup plus sereine et que mes projets avancent, que j'ai plus d'énergie parce que je ne la perds plus dans toutes les directions. C'est être capable de produire beaucoup plus en moins de temps. Si je parle de mon cas, moi clairement je pense que j'ai dû gagner 1 à 2 heures par jour. C'est la qualité de vie que ça a créé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'arrive à profiter de mes 3 enfants, j'arrive à faire du sport 4 à 5 fois par semaine. J'ai pu faire en sorte que chaque jour, depuis une semaine, ma to-do list, il donne toutes les choses que je voulais faire dans la journée. C'est fait. Faire le podcast que je voulais faire. D'aller demander à ceux qui m'ont formée d'être associés
à mon projet. Je monte sur une scène devant 600 personnes. Enfin réaliser en fait le cours de danse que je reporte. Je sais pertinemment que je vais réaliser mes objectifs, que je suis en bonne voie et qu'il y a rien qui va m'arrêter. Je suis inarrêtable. Et ça, waouh. Est-ce que c'est pas un truc de ouf de voir ça? Et je te rappelle que tu peux t'inscrire gratuitement à la présentation sur la productivité. Tu vas découvrir entre autres le cadran de la productivité et comment accomplir plus sereinement. T'as juste à cliquer sur le bouton ici ou lien dans la description et on va voir ensemble comment faire de cette année ton année. Et c'est là que tu te rappelles que le vrai dev perso, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais.